Réussir à bâtir un empire, à organiser une société jusque dans les moindres détails, à partir d'une population nomade à l'origine, cela tient du miracle. Un miracle lié à l'islam et au charisme de Sékou Amadou. Ce poème de Sékou Amadou, à propos duquel je vous posais une question, vous m'aviez dit, je crois, qu'il était connu de tout le monde et chanté partout dans le Soudan. Absolument, par tout le monde, les aveugles, les enfants dans les écoles, les femmes au clair de lune. Tout le monde chante ces poèmes parce qu'il ne donne pas tout l'enseignement, tout ce que doit savoir un musulman, mais beaucoup de ce que doit savoir un musulman, mais surtout comment Sékou Amadou a pu quand même créer au milieu de cet animisme une théocratie qui encore reste absolument vivante au point de vue idée et esprit. Le Grand Conseil obligea chaque famille, au sens large, il y en avait plusieurs centaines, à bâtir un village sur leur terre et à y vivre. Si elles n'obéissaient pas à ces ordres, ces familles perdaient leurs droits sur les points d'eau qui leur appartenaient. L'Empire a été fondé en 1818 après une guerre victorieuse contre le royaume Bambara de Ségou. C'est fait à Nkouma, où ils ont résidé 2 ans. Après consultation de Sékou Amadou et Guéladjo, il a promis de quitter et venir s'installer à Handalay, où l'Empire est arrivé à son apogée. Thierno Bokar est un sage soufi, un grand maître de l'islam. Thierno Bokar est une haute figure de la spiritualité africaine et universelle, un homme de Dieu dont le rayonnement s'étend dans toute la province du Massina. À Bandiagara, dans la cour de sa maison, Thierno Bokar partage son temps entre l'enseignement et la prière. Il conduit ceux qui peuvent le suivre sur la voie de la méditation ésotérique pour déchiffrer le monde. Son enseignement, basé sur la tolérance et la reconnaissance de l'autre, prône la réconciliation des religions, la recherche de l'unité essentielle de l'homme. Dis-toi à chaque fois qu'un homme te fera du mal que c'est un enfant, il agit exactement comme ce petit enfant. Qu'est-ce qui caractérisait le plus l'enseignement de Thierno Bokar? La tolérance? Surtout la tolérance, l'amour, la charité. Il avait un amour très prononcé de toutes les créatures parce qu'il disait que toutes les créatures ont leur source en Dieu. Quand on lui demandait est-ce que Dieu aime l'infidèle, qu'est-ce qu'il répondait? Eh bien, il a répondu là en racontant un fait qui s'était passé il y a très longtemps, vers 1810, à la Jaouia, mère de notre congrégation, et où notre grand cheikh avait, en analysant, en déduisant des versets du Coran, comme quoi tous les êtres avaient leur source dans le Verbe, et le Verbe n'est mu que par la volonté et l'amour de Dieu. Donc, tout est créé par amour, et l'infidèle étant créé par Dieu, il n'a pas pu être imposé à Dieu. Donc, il procède de l'amour de Dieu. Conclusion, Dieu aime le fidèle comme il aime l'infidèle. L'Empire Peul du Massina était une théocratie administrée selon le modèle islamique. Au moment de l'expédition, sa capitale Hamdallah brillait de 1000 feux. La capitale allait jusqu'à, d'autres disent, de 800 à 1 million d'habitants. Parce que si on tient compte aussi, à l'époque, la mosquée, à tout moment de prière, il y avait 3000 fidèles. Dans tout l'Empire, l'hygiène et la propreté étaient réglementées. Il était interdit d'uriner dans les rues. Les vêtements, on coupait ceux qui descendaient au-dessous de la cheville. Il y a d'autres lois, il y en a un peu sur tout, sur l'hygiène à l'intérieur de la ville. Est-ce que vous connaissez? L'hygiène, la propreté est vraiment recommandée à tout le monde. Tout récipient léché par un chien était lavé 7 fois. Et les chiens n'étaient pas tolérés dans la ville. La propreté des maisons ainsi que la propreté des vêtements, la propreté de soi-même. Soit disant que même chaque fois à la prière,
On est obligé de faire les toilettes. On est obligé, la propriété est recommandée partout. Au pays du Massina, Cheikh Amadou interdit qu'on fasse du tort à autrui, qu'on s'écarte des lois de l'islam. Si quelqu'un s'en écarte, si on doit le frapper, on le frappe. Si on doit l'enfermer, on l'enferme. Si on doit le tuer, qu'on le tue. Quels sont les délits pour lesquels on tuait les gens? Si tu bois de l'alcool, si tu calomnies, si tu commets l'adultère, dans ces cas-là, si tu es un jeune, c'est la bastonnade, mais si tu es adulte, on te tue. Il était interdit de maltraiter un cheval ou un âne. Sinon, l'animal était saisi, vendu, mais son prix était versé au propriétaire de la bête. 1 heure après la prière du soir, les personnes rencontrées en ville devaient décliner leur identité. Et si elles étaient mariées, devaient justifier leur sortie devant le tribunal. Parce qu'il y a 3 clans. Les nobles, les hommes de caste et les captifs. Pourquoi est-ce que c'est au moment de la circoncision qu'il y a initiation, que l'initiation commence? Parce que jusqu'à ce que l'homme soit circoncis, il est considéré comme toujours couvert parce que son sexe se trouve couvert d'un petit chapeau. Alors c'est ce petit chapeau qu'on enlève et comme ça a la forme du bonnet phrygien. Alors, et que le circoncis porte un bonnet phrygien, ça veut dire son bas est monté à son haut. Donc il a atteint le savoir. Et il y a des choses qu'on lui apprend au cours de 3 mois de retraite de la circoncision. Et alors, parmi les nobles, on regarde le plus noble, celui qui doit être le premier circoncis. Alors on l'appelle le général du groupe. Alors on regarde celui qui est de la caste la moins élevée, la plus en arrière, il devient la fermeture de la circoncision. Et cette situation est très pénible, parce que quand les circoncis ont fini de manger, ils viennent tous essuyer. C'est la chevelure du dernier circoncis qui leur sert de serviette. C'est là où ils viennent essuyer leurs mains. Et alors, lui, il est le souffre-douleur de tout le monde. Bon, et alors, il est chargé de toutes les corvées pénibles. Mais cela lui donne le droit d'être le mieux initié. C'est pour se rattraper. Et alors, ainsi, dans la vie, il devient peut-être le plus initié de tous. Les cavaliers ne devaient pas traverser la ville à cheval. Du haut de leur monture, ils auraient pu apercevoir les femmes par-dessus les murs. S'ils risquaient un œil, ils le perdaient. Une femme noble n'était jamais fouettée. Si elle avait commis un délit, on battait le toit de sa maison. Mais si son mari rentrait chez lui sans avoir prévenu, une femme noble pouvait porter plainte contre lui, pour manque de confiance injurieux. Il a fait la loi. Chaque agriculteur devait un impôt sur sa récolte, de Tombouctou à Djenné. Seule la région de Sébra ne payait pas, parce que la religion est partie de là. La vie au marché était réglée, elle aussi. Les marchandes de lait devaient couvrir leurs récipients. La calebasse utilisée pour servir le lait devait être lavée après chaque mesure. Le prix des denrées était fixé par le Grand Conseil qui, par ailleurs, avait unifié toutes les mesures sur le territoire de la Dina. Ceci est un ouvrage de l'époque de la Dina. C'est Cheikh Amadou qui l'a écrit. Ça, c'est quel ouvrage? Ça, c'est Jalal d'Abdoulaye Saoudi. Pour définir l'un des étalons, le Grand Conseil avait choisi un homme de taille moyenne et mesurait la distance comprise entre le creux de l'aisselle et l'extrémité du majeur.
L'or était pesé à l'aide de grains d'acacia ou de tamarinier. On veillait à ce que les mesures et les prix soient respectés. Il arrivait aussi que des commerçants ne fussent pas des commerçants. Ils pouvaient être des espions déguisés en commerçants. Ils se promenaient dans les foires, pas à Hamdallaï naturellement, mais ailleurs, chez les autres. Il explique que c'était un ouvrage qui a été écrit par Sékou Amadou en personne. Et là, ça montre l'importance de l'écrit dans la Dina, parce qu'on utilisait beaucoup l'écrit, ce qui n'était pas du tout dans les habitudes de la région. C'est-à-dire que l'existence de ces écrits et la force du livre, disons, a permis à Sékou Amadou d'asseoir son pouvoir. Oui, et souvent, et comme au départ ce n'était pas dans les traditions, il ne disposait pas de ces livres sur place et il était obligé d'aller les chercher très loin, comme dans le Haoussa. Mais ces manuscrits sont des copies, des transcriptions de textes contemporains de Sékou Amadou, ou éventuellement copiés par Sékou Amadou, mais ils ne renseignent pas plus sur l'empire de Sékou Amadou. Incident de l'histoire et mystère de la prédestination. L'affrontement aura quand même lieu. El Hadj Omar, il a combattu Ségou. Qu'est-ce qui pouvait donc opposer ces deux frères de sang et de religion? Il y a le guerrier, le roi de Ségou, il a fui, c'était Ali Ouaitala. Il a fui pour venir se réfugier à Hamdallaï. El Hadj Omar a écrit à Amadou Amadou. Il y a mon taureau qui a fui, il est venu se réfugier chez toi, rends-le-moi. Il dit, ce n'est plus un taureau, il est devenu musulman. Lorsqu'il est venu, il a demandé l'hospitalité. Amadou Amadou lui dit, il faut prier d'abord. Il s'ensuit une contre-offensive qui va durement éprouver les Sofa omariens. C'est Balobo Bokari qui l'a siégé ici 6 mois, qui était le général d'armée de Hamdallaï. Il est sorti de là, il est parti sur Deguembé. Je viens d'évoquer la chute de l'empire de Sékou Amadou, qui mourut en 1845 après un règne de 27 ans. Il y eut pendant ces 27 ans beaucoup d'affrontements et pas mal de trahisons, mais Sékou Amadou dut mourir satisfait de son œuvre. Quand l'empire de Sékou Amadou s'écroula, le chef de couleur qui l'avait vaincu trouva si parfaite la réglementation de la transhumance qu'il la conserva. Le protecteur des troupeaux est mort. Chaque vache, en vélant, se demandera maintenant à qui confier mon petit, puisqu'Amadou le Grand est mort. Son fils lui succéda, puis, 8 ans après, mourut. Et la dynastie de Sékou Amadou fut écartée du pouvoir. Mais pas de la mémoire des Peuls, qui sont restés attachés à leurs troupeaux, au point qu'Ampateba dit qu'ils sont bolâtres. Enfin, et j'allais dire surtout, Sékou Amadou réglementa la transhumance des troupeaux en temps et en lieu. L'importance des troupeaux rendait leur déplacement délicat. Les agriculteurs n'ont jamais vu d'un bon œil l'arrivée de milliers de bœufs sur leur terrain. Est-ce à cause des Bambara qu'on a tracé ces passages? Non, pas à cause des Bambara. À cause de tous les agriculteurs et de tous les éleveurs. Pour que pendant l'hivernage, ils évitent de s'insulter et de se battre, et que chacun reste sur son territoire. Voilà pourquoi Sékou Amadou l'a fait. Même les Bambara ont accepté ces passages, aussi bien ceux qui prient que ceux qui ne prient pas. Tous étaient d'accord sur cette réglementation. Il y avait encore un autre péril à conjurer. Les razzias que les Bambara se faisaient un plaisir de tenter. Sékou Amadou édicta les trajets, les jours de départ, les haltes et la destination finale. Le tout accompagné de soldats. N'oublions pas qu'avant Sékou Amadou, les Peuls étaient nomades, ils suivaient leurs troupeaux. L'origine des Peuls est perdue dans l'obscurité des temps. Et tous les ethnologues, comme tous ceux qui se sont occupés des Peuls, bien, je ne crois pas qu'on soit arrivé vraiment
à la véritable de trouver l'origine réelle de Peul. Il nous a dit que nous étions des Arabes. Et une fois, il y en a, depuis la conversion des Peul à l'islam, il y a une généalogie qui nous fait vraiment des cousins de Mahomet. Alors moi, je ne suis pas fâché qu'on me fasse cousin de Mahomet, mais enfin, je trouve ça un peu fort. L'opinion veut que nous soyons très rusés, très malins, très caméléons, sans que ce soit de l'hypocrisie. On ne sait pas ce que pensait un Peul. On dit le Peul ferme les yeux, mais il ne dort pas. Et alors, eux aussi, et on dit, par exemple, les Bambara disent, si vous voyez l'état du Peul, ne croyez pas que sa maigreur est une... si vous voyez le Peul, vous le croyez malade. Mais non, sa maigreur, c'est son état, ce n'est pas par maladie.